Bonjour à tous. Eh bien, encore une fois, je suis heureux d'être avec vous tous qui allez nous écouter sur la thématique de l'Alzheimer et du Parkinson. Qui a envie d'avoir un Alzheimer? Qui a envie d'avoir un Parkinson? On nous dit qu'en France, il y a à peu près 1 million de personnes alzheimériennes et qu'il y en a 1 million qui sont sur le chemin. Bon, il n'y a pas mieux pour vous stresser, vous angoisser. Alors, il y en a moins pour le Parkinson, mais c'est quand même un nombre conséquent de personnes qui sont atteintes de ces deux maladies, qui sont des maladies neurodégénératives. Et depuis peu de temps, on y voit plus clair, on parle de maladies auto-immunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des éléments dans notre corps qui vont aller abîmer notre cerveau dans des endroits précis, des endroits qui sont ceux de la mémoire. Ce sont les zones de chaque côté dans chaque hémisphère cérébral qu'on appelle l'hippocampe en forme de cheval marin. Un hippocampe chez un adulte, c'est à peu près 3 à 4 cm3. Mais quand vous avez une personne qui est dans un Alzheimer avancé, eh bien, l'IRM est parfaitement capable de mesurer le volume de votre hippocampe et de dire non, vous n'avez pas 4 cm3 de chaque côté, vous avez 1 cm3 et demi. Donc, il n'est pas étonnant que votre zone de la mémoire soit affectée, qu'elle soit fatiguée et que ça ne fonctionne plus. Et dans les mémoires, il y a beaucoup de choses différentes. La mémoire du passé, la mémoire de la journée passée, récente, et puis la mémoire du moment. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vu il y a 5 minutes, qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 minutes, j'ai oublié d'arrêter le gaz, j'ai oublié de faire ceci, je ne sais pas où sont les clés de ma voiture. Bon, bref, problème de mémorisation. Là, nous sommes sur, je dirais, l'Alzheimer. Et j'ai écrit un livre avec des collègues compétents et plus compétents que moi sur ces sujets-là, en fouillant la littérature scientifique sur la thématique, tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson. D'ailleurs, je dois donner une conférence au mois de novembre prochain à Genève sur la thématique « Voulez-vous un Alzheimer? Je puis vous aider d'une manière ludique, amusante et scientifique. » On n'est pas là que pour rigoler, parce que avoir un Alzheimer, le conjoint, évidemment, va être extrêmement perturbé dans sa propre vie, en plus de celui qui est atteint par la maladie. Et pour le Parkinson, c'est un peu la même chose. On va retrouver des tremblements, on va retrouver une démarche parkinsonienne, c'est-à-dire à petits pas, avec le danger de tomber, de se casser le col du fémur. On va retrouver une personne déprimée, y compris dans l'Alzheimer, et on va retrouver une personne qui n'arrive plus à écrire correctement ou qui écrit comme des pattes de mouche avec de grandes difficultés, avec un tremblement d'un bras, des deux bras, d'une jambe, bref, des mouvements anormaux, des mouvements qu'on n'arrive pas à contrôler. Ça, c'est pour le Parkinson. J'essaye de simplifier. Il y a des points communs à ces deux maladies. Ces points communs concernent un état, je dirais, de dépression, un état négatif, un état où on passe d'une vie peut-être qui a été passionnante, qui a été équilibrée, qui a été tout ce qu'il y a de meilleur, vers progressivement une chute doucement, comme une cascade douce, si vous voulez, où vous rentrez dans un état dépressif. Et là-dessus, je dirais qu'il y a des personnes dans notre monde présent, qui sont en particulier sur un certain nombre de chaînes audiovisuelles, qui ne nous aident pas à rester très positifs, en nous annonçant des chiffres inquiétants, en nous donnant, si vous voulez, des conseils qui ne sont pas des conseils de bon sens ou des conseils que l'on peut utiliser pour freiner, stopper la maladie ou éviter de rentrer dans la maladie, mais qui sont des conseils hospitalisation, consultation, tests psychologiques,
tests de mémoire, etc. Donc, il n'y a pas mieux pour vous angoisser. Je vais vous donner un exemple précis. Un couple dans lequel vous avez un homme et une femme qui ont 65 à 75 ans. Et voilà que monsieur, qui a été très actif dans une activité professionnelle magnifique, et qui est arrivé à l'âge de la retraite et qui tout d'un coup se retrouve face à lui-même en permanence avec sa gentille épouse, mais qui ne sait plus quoi faire. Qui va prendre un livre, mais qui s'ennuie, qui va toucher un peu à son jardin, mais ça ne va pas aller très loin. Bref, il a été tellement coupé de son activité professionnelle qu'il va entrer, sans s'en rendre compte, dans un petit état dépressif. Alors, il doit amener madame au marché, il doit l'amener chez le dentiste, il doit l'amener, bon, peu importe, c'est lui qui va un peu s'occuper des transports, il va aller chercher les petits-enfants à l'école, etc. Mais ça me rappelle un peu mon grand-père qui venait nous chercher à l'école et qui était à la retraite et qui disait, dans sa moustache, il disait « je ne sers plus à rien ». J'étais enfant, je devais avoir une dizaine d'années et moi, tout petit enfant, donc j'entends ça de mon grand-père, je ne sers plus à rien. Et moi, je me suis dit, quand je serai grand, j'étais tout petit, je servirai toujours à quelque chose. Voilà, bon, une réaction d'enfant. Et donc, je rends grâce à mon grand-père d'avoir dit cette phrase qui a été un fort stimulant pour moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce couple ? Eh bien, il va se passer que le monsieur, il ne sait plus où il a mis les clés de la voiture. Il ne sait pas s'il les a accrochées ou s'il les a mis dans sa poche. Bref, une poche, deux poches, trois poches, quatre poches. Il commence à s'inquiéter. Il a perdu ses lunettes ou il cherche ses lunettes. Bon, bref, sa femme commence à s'inquiéter en se disant « Mon mari, quand même, il a des troubles de mémoire. » Ensuite, je lui ai dit ça, il ne l'a même pas retenu. Bon, bref, elle va appeler le toubib. Allô, docteur, mon mari a des troubles de la mémoire. Donc ça veut dire mon mari peut-être démarre une maladie neurodégénérative. Alors évidemment, elle va prendre un rendez-vous, amenez-moi votre mari tel jour, telle heure, et le mari qui se rend parfaitement compte de ces petits troubles qu'il a, qui ne sont pas bien méchants, son mari va donc aller avec son épouse voir le médecin qui va le tester, et qui dites-moi qui c'est le président de la République, dites-moi quel jour on est, dites-moi ceci, dites-moi cela, 4x4 combien ça fait, bon bref, et qui va dire, oula, ce monsieur il n'est pas bien, parce qu'évidemment il est stressé par la blouse blanche, il est en consultation, et donc, il dit, il faut aller voir mon collègue le neurologue. Il arrive chez le neurologue, rendez-vous 2 mois plus tard, évidemment, et chez le neurologue, même chose, ça va être pire, parce que le monsieur, il a parfaitement compris qu'on est en train de lui dire, monsieur, vous préparez une maladie neurodégénérative, donc il a des amis qui ont chopé, ou qui ont la maladie, le Parkinson et l'Alzheimer, et ça tourne très très mal, dans les maisons de retraite, où les gens sont un peu légumes, si vous voulez, donc il se dit en route vers le légume, et sa femme, qui ne se rend pas compte qu'elle ne fait qu'aggraver la situation. J'ai rien contre les dames parce que ça pourrait s'inverser complètement, où c'est madame qui a des problèmes et c'est monsieur qui va bien. Bon, donc ce qui se passe, c'est que là, vous stressez. Vous stressez énormément le patient. Nous sommes tous des patients, parce que patient, c'est patienceux, ça ne veut pas dire malade, mais nous sommes tous des malades potentiels. Et moi, je peux vous aider à aggraver la situation. Ah oui, je peux vous aider à avoir un Alzheimer, à la fois en rigolant, et vous allez voir que ce n'est pas rigolo, ou vous aider aussi scientifiquement, c'est-à-dire à fabriquer une protéine anormale, une protéine tau, à fabriquer des anomalies dans votre cerveau qui sont des maladies neurogénératives, soit très centrées sur ce qu'on appelle des noyaux gris centraux, qu'on appelle le locus niger, parce que c'est le mot nègre, c'est tout noir, effectivement à la coupe du cerveau, c'est une zone toute noire, où vous ne fabriquez pas assez de certains neurotransmetteurs qu'on appelle la dopamine et des éléments de votre cerveau qui vous permettent d'avoir une stabilité dans vos membres, dans votre jambe, dans votre bras et d'éviter d'avoir du tremblement. Bon. Donc ça, c'est le côté, on le comprend, tremblement, difficulté à écrire, dans lequel vous avez au tout départ un état dépressif important qui va être crescendo dans la descente, ou crescendo comme vous voulez dans l'aggravation, et c'est la même chose dans l'Alzheimer, c'est-à-dire que vous rentrez dans un cercle vicieux, et alors là, on va vous tester, on va vous tester votre cerveau, on va vous donner des Legos à faire ceci, à faire cela, à reconstruire, on va voir si vous y arrivez. Je me souviens, j'avais eu un problème au niveau de mon permis de conduire, et j'ai dû repasser le code, croyez-moi
moi que à mon âge, c'était pas très facile de repasser le code et je vous conseille pas d'avoir 0 au niveau de vos points, au niveau du permis de conduire, parce que vous devez repasser l'oral, c'est un oral, c'est compliqué. Je me suis fait planter à 72 ans, vous voyez, j'ai pas déprimé, je me suis mis au travail et j'ai pu l'avoir enfin 6 mois plus tard, j'ai réussi mon permis de conduire. Et si pour un jeune c'est très facile, pour une personne au-delà de 65 ans, croyez-moi que c'est pas facile du tout, mais il ne faut pas se décourager, parce que si vous vous découragez, vous n'obtiendrez pas votre permis de conduire. Eh bien là, c'est la même chose. Le grand problème, c'est que vous allez rentrer dans un état dépressif. Et cet état dépressif va s'accompagner d'un élément nutritionnel majeur. Ah, c'est quoi? Déshydratation. Vous allez vous déshydrater. Sauf que vous allez peut-être essayer de vous rattraper en prenant un whisky tous les soirs, en prenant 3 verres de vin à votre repas, en vous disant « je vais prendre du tonique », c'est-à-dire un bon Corbière, un bon Bordeaux, un bon tout ce que vous voudrez. Bon, et en même temps, je vais peut-être prendre un whisky qui va me stimuler le soir pour être en meilleure forme. Et là, vous êtes en train de passer complètement à côté de votre santé. Pourquoi? Parce que vous vous déshydratez. Et se déshydrater, c'est extrêmement sérieux chez les personnes âgées parce que monsieur, il a des petits problèmes sur son adénome prostatique, donc il se lève 1 fois, 2 fois, 3 fois la nuit, il enquiquine madame parce qu'il la réveille, ensuite il n'élimine pas suffisamment ses urines, il faut que 2 heures après il recommence, donc il se lève à 2 heures du matin, il se lève à 4 heures du matin, il se lève à 6 heures du matin et il dort jusqu'à midi, quoi. J'exagère un petit peu, mais c'est ça l'image. Et donc, il boit de moins en moins pour ne point avoir à se lever. Et chez madame, c'est un problème de fuite. Des fuites qui peuvent exister, non pas des fuites urinaires dans le lit, mais le besoin urgent d'aller uriner pour ne pas avoir de complications telles que vous pouvez l'imaginer. Donc, le danger des personnes âgées, c'est la déshydratation. La première des choses qu'il faut faire passer, si vous voulez éviter Alzheimer et Parkinson, c'est non seulement l'état dépressif, mais ce qui s'y associe, c'est la déshydratation. Si vous déshydratez votre cerveau, vous déshydraterez vos reins, votre foie, vos muscles, vos tendons, bref, à peu près tous les éléments de l'organisme. Et je vais vous faire pas une confidence, mais une information de grande qualité. Quand on vous dit que vous avez de l'arthrose, quand on vous dit que vous avez mal au genou, que vous avez mal à la hanche et que mes collègues vont vous dire il faut vous mettre une prothèse de genou ou une prothèse de hanche, ce qui ne vous enchante pas, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vos cartilages articulaires, c'est-à-dire vos cartilages qui sont entre les os du genou, c'est-à-dire la rotule, le fémur, ici le tibia et la fibula qu'on appelait avant le péroné, si les cartilages articulaires se déshydratent, c'est de l'arthrose, ça fait mal. Alors vous marchez comme un papé, comme une mamée. Donc vous n'allez pas avoir envie de marcher parce que ça vous fait mal, vous rentrez dans un cercle vicieux. Mais ce cercle vicieux vient d'où? Il vient du fait que vous vous êtes déshydraté. Alors monsieur, vous mesurez 1,80 m. Combien vous devez boire? 2 litres par jour, l'hiver. Et l'été, au minimum 500 de plus, 2500 millilitres, ça veut dire 2,5 litres par jour sur les 24 heures. Si vous vous levez la nuit, eh bien vous devez avoir un thermos avec de l'eau tiède pour ne pas trop vous réveiller. Vous allez boire à 4 heures du matin, ce que vous allez uriner à 11 heures du matin, donc il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que votre organisme d'un 1,80 m a besoin de ces 2 litres l'hiver, de ces 2,5 litres l'été. Madame, vous mesurez 1,70 m, magnifique. Bon, eh bien, combien vous devez boire? Vous devez boire le 170 cm de votre taille, n'est-ce pas? 1,70 m multiplié par 10, ça fait 1700 ml par jour. Vous devez boire 1,7 litre par jour. Soyons plus clairs, 2 litres. Ah oui, mais docteur, après, urine... Non, madame. Débrouillez-vous, votre cerveau en a besoin, votre morale en a besoin, vos petits-enfants en ont besoin, votre voisin, votre mari, votre conjoint, vous avez besoin de boire vos 2 litres de liquide par jour en les étalant. Prenez du cacao, prenez du thé, prenez de ce que vous voudrez. Je n'ai pas dit de l'alcool. Par contre, un petit ballon de vin à la fin du repas pour 1 repas par jour pour madame, pour 2 repas par jour pour monsieur, il n'y a pas de problème. Mais
c'est les liquides qui sont importants pour que vous gardiez une hydratation de votre cerveau fondamentale à votre morale. Donc, morale qui baisse, déshydratation. Et ça peut se voir parce que les urines seront plus foncées, parce que vous aurez des urines qui sentent un peu, excusez-moi pour l'expression, les pissotières des autoroutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que sur les autoroutes, on peut faire le diagnostic que les Français ne boivent pas assez. Je parle des hommes. Moi, je ne vais pas du côté des femmes, je ne sais pas. Bon, donc hydratation, c'est absolument capital et vous pouvez mettre des infusions de thym, de romarin, de camomille, de verveine le soir, de tilleul, de ce qui vous plaît à votre goût. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Alors là, sur l'hydratation, j'insiste en premier parce que c'est capital. Ensuite, si vous avez une bonne hydratation, croyez-moi, vous n'allez pas avoir un état dépressif. Sauf si vous avez des médecins qui vous foutent le trouillomètre à zéro, si vous avez une conjointe ou un conjoint qui ne fait qu'aggraver la situation du matin au soir, moi je vous dis quittez-le, parce que ça ne peut pas être acceptable de recevoir en permanence « tu as oublié ceci, tu as oublié cela », donc il va falloir que vous retrouviez une sorte, femme ou homme, une certaine liberté, une certaine indépendance par rapport à votre conjoint qui peut-être, sans le vouloir, parce qu'il ne s'en rend pas compte, vous fait plus de mal que de bien. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans le domaine, deux domaines. Le domaine psychologique, c'est celui du stress, on l'a un peu vu, et le domaine de l'alimentation. Domaine psychologique, attention, il ne s'agit pas de partir sur des antidépresseurs. Sachez que les antidépresseurs vont certes vous supprimer une partie de votre état dépressif, alors que l'eau, vous l'aurez supprimée, l'hydratation. Et on va vous dire, ah oui, vous êtes anxieux, madame, monsieur, anxiolytique. Bon, donc antidépresseurs, anxiolytiques, et ensuite... Ah, je ne dors pas bien la nuit, je me réveille à 4 heures du matin, etc. Somnifères. Donc là, vous allez faire plaisir à ces laboratoires qui sont les fabricants des anxiolytiques, des somnifères et des antidépresseurs. Et là, ça y est, vous êtes rentré dans le chemin de l'Alzheimer ou du Parkinson. Vous entendez? Vous êtes rentré. Vous êtes rentré dans un cercle vicieux dont vous ne sortirez pas. Vous allez vers le cercueil, hein, le bois de sapin. Voilà vers quoi vous allez. Donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas prendre ces médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Il va falloir vous débrouiller tout seul. Comment? Phytothérapie. Je ne suis pas phytothérapeute, mais que vous soyez à Paris, à Lyon ou à Perpignan, vous avez des herboristes, oui, des herboristes, qui sont plus forts que tous les pharmaciens qui vous produisent ou qui vous proposent leurs médicaments, comme je viens de le dire. Ces herboristes sont capables de vous donner des conseils de grande qualité pour faire dodo, pour dormir, pour avoir un sommeil réparateur. Donc ça peut être des compléments alimentaires, ce seront peut-être des infusions, peu m'importe, des décoctions. Ce qui est important, c'est que vous avez là la possibilité de trouver des éléments pour vous aider. Donc, hydratation et puis ces éléments qui peuvent vous aider à garder, je dirais, un sommeil réparateur. Car quand vous n'avez pas un sommeil réparateur, vous n'êtes pas réparé dans votre sommeil. Donc l'anxiété, elle est là. Et vous allez avoir dans la journée. Vous aurez besoin de faire la sieste, vous aurez besoin d'être dans le fauteuil à regarder la télévision du matin au soir. Et un grand conseil, ça c'est quelque chose qu'il faut éteindre. Toutes les chaînes nationales, j'entends les chaînes publiques qui appartiennent à l'État, sont là pour vous endormir. Hein, on vous endort. D'ailleurs, les gens sont sur le canapé. Ils vous disent « J'ai regardé un film hier, mais je ne m'en souviens plus parce qu'avec ma femme, on s'est endormi sur le canapé. » Bon, pour vous donner un exemple très clair, à la maison, mon épouse et moi-même, nous n'avons pas la télévision. Quand les petits-enfants viennent, ils n'ont pas la télévision. D'ailleurs, nos enfants n'ont pas la télévision. Nous n'en avons pas besoin. Par contre, nous sommes capables d'aller regarder des choses intéressantes, c'est-à-dire de structurer notre cerveau, donc de nous passionner. Si vous êtes passionné par l'histoire ancienne ou pas ancienne, les Égyptiens, les Romains, ou bien l'histoire la plus récente concernant la résistance ou concernant des choses passionnantes de notre pays, bien entendu qu'il faut continuer à prendre des bouquins, à regarder des émissions, à regarder des podcasts, etc. Donc il faut nourrir votre cerveau. Vous l'avez hydraté, vous devez le nourrir avec des éléments qui sont des choses qui vous passionnent. Et là,
vous allez augmenter votre mémorisation. Vous allez donner du volume à votre hippocampe. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus en train de chercher les clés dans votre poche, parce que vous savez que c'est dans la poche droite en bas que vous les avez, ou bien à tel endroit. Donc, vous allez récupérer. Hydratation et puis stimuler votre cerveau afin de réduire le stress. Et vous avez des plantes, allez voir des gens compétents pour cela qui vous donneront des conseils de phytothérapie pour justement avoir un anti-stress. J'ai écrit un bouquin, vous voyez, qui s'appelle « Lutter contre le stress, un remède anti-cancer » parce qu'il est démontré que quand nous avons du stress, on a des défenses immunitaires qui chutent. Et quand vous avez des défenses immunitaires qui chutent, non seulement vous pouvez attraper une maladie auto-immune, qu'elle touche la thyroïde, qu'elle touche plus généralement les muscles avec ce qu'on appelle la fatigue chronique qui est encore appelée la fibromyalgie, ou bien vous avez des troubles digestifs, maladie de Crohn, on voit des rectocolites ulcéro-hémorragiques chez les personnes âgées, bref, des maladies qui sont des cascades de maladies associées à la maladie neurodégénérative qui touche votre cerveau, soit sur des noyaux gris centraux de l'équilibre, soit sur le cortex, qui fait que votre cortex cérébral, non seulement après avoir perdu la mémoire, va se retrouver avec une incapacité de prendre des décisions, avec les dangers de faire des choses dangereuses pour vous-même ou pour les autres. Donc, on va rentrer maintenant dans qu'est-ce que je vais mettre dans mon palais des saveurs, dans mon alimentation. C'est certain que dans les maisons de retraite, on s'en est rendu compte récemment, dans les EHPAD, il y a eu beaucoup de problèmes. Ce n'est pas simplement la maltraitance physique des personnes âgées, c'est une maltraitance nutritionnelle. Je vais vous dire les choses. Une maltraitance nutritionnelle. Il y avait une maison de retraite, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu ça, où on disait aux personnes âgées, voilà, à l'heure du goûter, vous avez 2 biscottes. Déjà, c'est une aberration de donner des biscottes. Bon, vous avez 2 biscottes et pas 3. Il y en a qui en voulaient une troisième. Ah non, il n'y en a pas. Ça fait partie du budget. On en a commandé pour 2 pour les 20 vieux qui sont là, ou les 20 personnes âgées, mais il n'y en a pas 3. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Donc, la maltraitance pour les personnes âgées, c'est une maltraitance nutritionnelle. Vous voyez, on parle de malnutrition, on parle de dénutrition. Ce n'est pas une dénutrition, c'est du manger n'importe quoi. Ça veut dire qu'on va leur donner des produits qui n'ont pas à mastiquer. On ne va pas avoir le chirurgien dentiste qui va vérifier qu'au niveau des maxillaires supérieurs et inférieurs, il y a tout ce qu'il faut pour bien mastiquer les aliments, pour avoir une bonne salivation, pour goûter les aliments, alors qu'il faudrait donner, on a vu ça pendant la période du Covid-19, qu'est-ce qu'il fallait donner? Il fallait donner d'abord 1 ou 2 carrés de chocolat par jour et du chocolat noir, que les gens puissent vraiment le goûter. Il fallait leur donner du poisson, il fallait leur donner des oméga 3 que l'on va avoir dans le poisson ou dans l'huile de colza ou dans l'huile de noix. Alors vous me direz, ça coûte cher. Oui, d'accord, mais soit vous voulez que les personnes âgées soient en bonne santé, soit vous voulez éteindre ces personnes âgées, les amener gentiment vers le Rivotril qui était prescrit par monsieur le ministre de la Santé, qui était quand vous n'allez pas bien et que c'est la fin, on va vous endormir gentiment pour partir dans l'au-delà. Donc, si vous voulez, l'alimentation a un rôle essentiel. Moi, je ne vous conseille pas d'aller dans les EHPAD. Moi, si mes enfants ou mes petits-enfants me mettent dans les EHPAD, je les vais aller foutre à la porte. Mais je me prépare à cela. Je me prépare non pas à aller dans une EHPAD, je me prépare à éviter d'aller dans une EHPAD. Ça veut dire quoi? Que je fais attention à mes habitudes alimentaires, sans peser au nanogramme ce que je consomme. Et puis, je garde une activité intellectuelle importante. Ça veut dire que je suis passionné par la santé. Bon, moi, si vous voulez me faire jouer aux échecs, ça ne m'intéresse pas. Voilà, d'autres sont des passionnés par les échecs. Eh bien, il faut aller à fond dans les échecs. Bon, donc passionné par la santé, je suis sans arrêt à apprendre des choses, non pas sur l'anatomie, parce que l'anatomie, j'ai fait le tour du corps humain à l'intérieur de milliers de corps humains, donc tout ça, je connais bien, mais dans les nouvelles, dans les nouveaux fonctionnements, les nouvelles réactions enzymatiques, la biochimie qui m'intéresse beaucoup, j'apprends encore tous les jours à mon âge. Et donc, très important de stimuler son cerveau. Si ce qui vous intéresse, c'est la vie de Napoléon Ier ou de Napoléon III, ben, soyez passionné et connaissez tout sur toutes les nuits
de Napoléon Ier ou de Napoléon III, toutes leurs maîtresses, apprenez, régalez-vous d'apprendre des choses, ou bien réapprenez. J'ai un ami comme ça qui s'est mis aux fables de La Fontaine et qui les récite par cœur les unes après les autres, et ça c'est excellent pour votre santé. C'est pas simplement le corbeau et le renard que vous connaissez, mais celle que je préfère, c'est le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Mais c'est fabuleux. Il y a une philosophie là-dedans qui vient non seulement de La Fontaine, mais d'Ésope du temps donc des Grecs, qui est extraordinairement importante. Et là, stimulez votre cerveau. Vous allez retrouver, et quand vos petits-enfants viennent, eh bien, vous allez réciter avec vos petits-enfants, lire avec les petits-enfants des choses passionnantes. Alors, dans le domaine de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, forcez toujours sur le végétal. Prenez beaucoup de fruits, vous aurez de l'eau, vous aurez des minéraux, vous aurez des vitamines, vous aurez des oligo-éléments, vous aurez des fibres pour entretenir votre tube digestif dans ces exonérations. Que de personnes âgées qui sont constipées. Mais vous voyez, quand vous êtes dans une gare, quand vous êtes dans un aéroport, que vous observez gentiment avec délicatesse tous les gens qui sont autour de vous, vous dites non, d'une pipe, qu'est-ce qu'il y a comme constipé autour de moi? On peut avoir une gueule de constipé, c'est comme ça. Ben, ça veut dire que ce sont des gens qui sont déshydratés, ce sont des gens qui mangent mal. Hier, nous étions avec un ami et mon épouse dans un restaurant, je lui disais, regarde comme la France est vieille, mais il n'y avait que des vieux, j'étais dedans, c'est-à-dire des cheveux blancs, des gens qui arrivaient pour avoir un bon repas, et c'était une bonne chose, mais est-ce qu'on leur avait dit qu'à table, il faut prendre 4 verres d'eau et pas la moitié d'un verre d'eau, que c'est bon de prendre aussi un ballon de vin, etc. Ça leur est pas dit, ça leur est pas donné. Et puis, j'ai pas soif. Voilà, j'ai pas soif, donc ça veut dire, si j'ai pas soif, j'ai pas à boire. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de végétaux, la cuisson à la vapeur douce, évidemment, qui est la cuisson idéale pour la santé. Et là-dessus, j'ai fait, sur cette magnifique télévision ABC Talk TV, un interview de ma propre épouse, et j'ai encore appris des choses en l'interrogeant justement sur cette spécialité qu'elle a mis au plus haut degré de qualité, qui est la cuisson à la vapeur douce, pour avoir une alimentation qui soit une alimentation extrêmement utile. C'est ce qu'on appelle la neuronutrition. Neuronutrition, retenez ce mot. Cette neuronutrition, c'est la nutrition de votre cerveau. Car quand vous avez des produits que vous mettez dans votre palais des saveurs qui vont passer le tube digestif, eh bien, ils vont passer la barrière entre le tube digestif et le sang, passer dans le sang, passer la barrière du foie, qui est la plaque métabolique la plus importante. C'est pour ça qu'avec l'un de mes fils plus compétents que moi, nous avons écrit ce livre « Votre foie a besoin d'amour ». Je me souviens que quand j'ai dit à l'éditeur « Oh, j'ai eu une idée de faire un bouquin dont le titre serait « Votre foie a besoin d'amour », il m'a dit « Mais donnez-le-moi demain ». Je lui ai dit « Attendez, je ne l'ai pas écrit. C'est que le titre. Ah, mais le titre est très bon, votre foie a besoin d'amour. » Donc, ils ont déposé le titre et ainsi, nous avons écrit ce livre avec beaucoup de passion, avec mon fils Jean, sur votre foie a besoin d'amour. Parce que le foie, c'est la plaque métabolique qui va être traversée par tous les aliments que vous prenez. Et même, attention, quand vous prenez les médicaments dont je parlais tout à l'heure, quand vous prenez les anxiolytiques, les antidépresseurs et les somnifères, qu'est-ce qui se passe? Vous les prenez par la bouche, d'accord, et vous pensez qu'ils restent dans la bouche? Non, ils descendent le tube digestif. Et là, la molécule, elle est coupée. Elle est faite pour passer la barrière intestinale. Elle va arriver au niveau du foie qu'elle va vous abîmer. Le foie va parler en vous disant « j'ai des enzymes qui ne vont pas bien ». Et de là, ça va au cerveau pour vous enlever l'anxiété, pour vous enlever la dépression, pour vous permettre de dormir. Ça, c'est très dangereux. Avec ces produits-là, j'insiste beaucoup, vous avez à peu près 50 fois plus de risques. Je ne dis pas de chance. Vous voyez, souvent mes collègues parlent de chance de cancer. Je dis, attends, répète ta phrase. Chance de cancer, tu penses que c'est une chance d'avoir un cancer? Tu penses que c'est une chance d'avoir un Alzheimer ou un Parkinson? Ah non, excuse-moi, c'est risque. Et oui, pourquoi? Parce que tu traduis bêtement le mot chance in English, la chance, qui ne veut pas dire chance, qui veut dire risque de, pourcentage de, hasard de, risque de. Donc, qui a envie d'un Alzheimer ou d'un Parkinson? Personne. Et pourtant, je pourrais vous aider à l'avoir un. Tout simplement, vous vous déshydratez, vous ne prenez que des aliments qu'il n'y a pas à mastiquer,
C'est pour ça que je dis que le yaourt, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Bon, c'est la vérité. Le jour où ma femme va m'offrir un yaourt, d'abord, je lui demanderai qu'il soit à la fraise, parce que j'aime beaucoup les fraises, et que je sais que les yaourts à la fraise, ça peut exister. Mais en même temps, je sais que le lendemain matin, je vais m'envoler. Pourquoi? Parce que je ne le mastique pas, parce que je n'ai plus la force de goûter véritablement l'aliment, même si l'astuce marketing a fait qu'il a vraiment un goût de yaourt à la fraise. Par contre, je prendrai un morceau de fromage, un comté qui a été longuement vieilli, ou un petit carré, une petite portion de fromage de chèvre ou de roquefort qui va me donner du goût et qui fait que je vais me régaler même si j'ai 78, 80, 100 ans. Quand je vois mon ami Edgar Morin qui est un maître pour moi, qui arrive à 101 ans, bientôt 102 ans, quand je vois, il vient déjeuner à la maison, il mange méditerranéen, il a besoin d'un bon ballon de rouge, un petit apéritif, des olives, de l'huile d'olive, de belles salades et avec ça, il a un cerveau qui fonctionne en permanence parce que c'est un passionné. Il vient d'écrire un livre magnifique sur la guerre qui s'appelle « De guerre en guerre » à partir de 1940 puisqu'il a vécu, il est né en 1921. Vous voyez, nous sommes en 2023. Donc, de guerre en guerre où il parle justement des problèmes de la France, de l'Ukraine, de la Russie, etc. C'est absolument passionnant. Et il a écrit également un bouquin qui s'appelle « Leçon d'une vie de 100 ans, leçon d'une vie de centenaire ». Bon, et donc, qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état? Un, il mange bien. Deux, il a une activité physique, il marche beaucoup. Et trois, il a le côté affectif, le côté amour, le côté délicatesse avec son épouse Saba, que nous connaissons bien. Ça, c'est une extrême importance. C'est évident que quand on est dans la solitude, solitude tout seul parce qu'on a perdu son conjoint, il va falloir se raccrocher aux branches. Alors, soit on prend un compagnon, une compagne, comme cela peut arriver, et pourquoi pas, soit on reste dans la solitude, mais à ce moment-là, il faut s'accrocher. Je ne connais pas cet état-là, je ne le souhaite pas bien entendu, mais ça veut dire qu'il faut se rendre compte que nous avons des comportements dans notre vie qui peuvent nous guider, si on peut dire, vers une maladie neurodégénérative. Alors, dans votre alimentation, bien sûr qu'il faut que vous ayez du bon vin, bien sûr que vous ayez un bon petit café après votre repas de midi ou de 13 heures, bien sûr qu'il faut que vous ayez de bons plats, et pas des plats très chers, il n'y a pas des choses complexes à faire. Et là-dessus, si vous écoutez l'interview que nous avons avec mon épouse Christine sur la vapeur douce, vous allez découvrir des choses formidables pour votre palais des saveurs, pour votre santé. Vous allez maintenir un état immunitaire. Retenez bien que notre état immunitaire, il est dépendant de notre côlon. Alors, ce n'est pas la colonisation, non, c'est le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche, encore un autre, le côlon sigmoïde. Là-dedans, il y a des milliards et des milliards de germes, de bactéries. Et figurez-vous que ces bactéries, que ce soit des staphylocoques, des colibacilles, des streptocoques, des perfringens, tout ce que vous voulez, ils sont en colonie et en équilibre. Et si je vous donne, parce que vous avez une petite cystite, une inflammation vésicale, je vous donne un antibiotique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tuer le colibacille qui est en trop dans votre vessie, qui est en trop dans votre tube digestif, et je vais faire se développer d'autres germes. Je vais déséquilibrer votre flore digestive. Et quand je déséquilibre votre flore digestive, qu'est-ce que je crée? Je crée une réduction de votre immunité, de vos défenses immunitaires, qui s'associe à un état de déshydratation, réduction des défenses immunitaires, qui s'associe également à un état dépressif. Donc, c'est une addition d'éléments négatifs pour votre santé. Alors, comprenez bien une chose, problème de stress à gérer. Je suis âgé, je vais mourir. Oui, vous allez mourir, c'est sûr, mais le plus tard possible. Moi, ça sera peut-être ce soir, et si c'est ce soir, peut-être vous apprendrez que j'ai donné une conférence aujourd'hui très positive, alors que le soir même, peut-être je vais partir dans l'au-delà. Je n'en sais rien. Il faut être prêt.
il ne faut pas être pressé, il faut être prêt. Donc, être prêt, eh bien oui, dans le village où nous sommes aujourd'hui, nous avons vu avec la mairie nos places au cimetière et mon épouse m'a dit non, je veux être là, je veux être au soleil. Bon, ben, très bien, on va au soleil, pourquoi pas. Elle préfère être au soleil qu'à l'ombre. Ben, je trouve que c'est une très très bonne idée, mais ça veut dire que simplement, vous voyez, il faut être positif dans la vie. Surtout quand on a, et ça c'est la chance que mon épouse et moi nous avons, c'est que nous avons des choses à transmettre. Nous avons des choses à transmettre, pourquoi? Parce que nous travaillons beaucoup. Nous travaillons beaucoup ensemble. Mon épouse, elle dessine beaucoup, elle dessine très bien, elle dessine tout ce que je lui demande de dessiner pour les bouquins que nous faisons ensemble, parce que nous avons envie de transmettre du bonheur. Nous avons envie de transmettre de la santé. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un nom qui est d'une part facile à retenir et qui est assez positif. Donc oui, on a une espèce d'ADN joyeux. C'est pour ça que mes amis Marc et Serge ont pensé qu'il fallait absolument que cela s'appelle l'instant joyeux, pourquoi pas. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas toujours joyeux de dire à quelqu'un, voilà, je vais vous aider à avoir un Alzheimer. Si vous me demandiez demain comment je peux avoir un cancer de l'estomac, je peux vous aider. Je peux vous aider à un cancer de l'estomac, du côlon, de ce que vous voulez, du pancréas, je peux vous aider parce que nous connaissons beaucoup de choses là-dessus. Et ce que je reproche à beaucoup de mes collègues, c'est qu'ils sont tellement axés sur les traitements, sur la recherche, et c'est très bien, il faut qu'ils le soient, c'est qu'ils sont peu axés ou désaxés sur les causes. Ils disent les causes, j'ai pas le temps de m'en occuper. Eh bien oui, mais le monsieur qui fume comme un pompier qui prend un cancer du poumon, il faut essayer de lui expliquer que quand on l'aura opéré, quand on aura fait la chimio, il ne faut pas qu'il continue à fumer. Bon, il faut expliquer au monsieur ou à la dame qui démarre une maladie de Parkinson, d'Alzheimer, madame, je ne vais pas faire rétrocéder les signes que vous avez aujourd'hui, mais je vais vous empêcher de les développer. C'est-à-dire que je vais vous aider à réduire les gènes que vous avez dans le mouvement, je vais vous aider à retrouver l'écriture. Attention, c'est pas moi tout seul, il faut passer par un neurologue. Et du neurologue, j'en connais qui sont excellents à la fois sur Paris et sur la province, ils sont spécialisés dans ce domaine, et ce qu'il faut, c'est qu'ils aient aussi eux-mêmes la conscience que la neuronutrition est supérieure à l'efficacité des traitements. Donc, arrivons au traitement. Les traitements pour la maladie d'Alzheimer ne servent à rien, soyons clairs. Et là, au moins, on doit reconnaître au moins quelque chose de positif à une ministre de la Santé qui n'est pas très très aimée dans le peuple, qui est Madame Buzyn. Figurez-vous que Madame Buzyn est une professeure d'hématologie, bon, qui a fait plus de politique à mon avis que d'hématologie, vu ce qu'elle a fait quand elle a été ministre, mais elle a fait quelque chose quand même de positif. C'est quoi? C'est qu'elle a fait dérembourser les traitements contre l'Alzheimer. Pourquoi? Parce que ces traitements contre l'Alzheimer, il y avait quand même des collègues, des professeurs qui avaient donné le feu vert en disant « oui, il faut qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché », ça s'appelle une AMM, auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Il faut qu'il y ait donc une AMM pour qu'il y ait un remboursement. Et vas-y donc que je te prescris, dès que vous avez un trouble de la mémoire, les médicaments contre l'Alzheimer. Ils ne servent à rien, sauf que ils peuvent même aggraver la situation. Et elle a juste raison, elle a arrêté le déremboursement. On lui doit au moins cela, et certainement d'autres choses, bien sûr, mais d'avoir arrêté des thérapeutiques inutiles et même dangereuses. Par contre, pour le Parkinson, il y a des thérapeutiques. Incontestablement, on peut donner une substitution des éléments qu'on appelle des neurotransmetteurs, comme la dopamine, qui est insuffisamment fabriquée par le système nerveux dans des zones particulières du cerveau. Et là, c'est sûr que dans la maladie de Parkinson, il y a des traitements qui sont difficiles à supporter et surtout qui, au bout d'un certain temps, il y a une sorte de résistance. Une sorte de résistance, et je peux citer le nom d'un ami, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour les uns ou les autres, mais mon ami et collègue, qui est même plus jeune que moi, qui s'appelle Marc Ziegler, qui est à Paris, qui est un excellent neurologue, en particulier spécialisé sur la maladie de Parkinson. Allez le voir sur l'Internet, il donne des conférences, c'est absolument remarquable. Et les personnes que j'ai eu le bonheur de lui envoyer pour donner des conseils thérapeutiques, Marc a été extrêmement efficace et je l'en suis très reconnaissant s'il écoute cette émission. Voilà, alors sur l'Alzheimer, je dirais qu'il faut forcer beaucoup sur l'hydratation, sur l'alimentation, sur le moral,
mental, sur se déstresser. C'est pas évident. Je suis d'accord que c'est pas évident, surtout si vous n'avez pas préparé votre retraite. Alors aujourd'hui, on nous parle des retraites, minimum 1200 par mois. Bon, c'est pas mon boulot de parler de cela. Par contre, ce que je vous dis, pour vous qui êtes cinquantenaire, pour vous qui êtes à 55, à quelques années de la retraite, attention, méfiez-vous, préparez la suite. Préparez la suite, intellectuellement et physiquement. Physiquement, bougez-vous. Quand vous bougez vos articulations, vous faites bouger les articulations de vos neurones, qu'on appelle les synapses. Moi, je fais beaucoup de vélo. Si je ne peux pas faire du vélo parce qu'il y a la neige et que la route est glacée, j'ai la chance d'avoir un vélo qui me coûte 150 €, qui est un vélo d'appartement sur lequel je pédale en lisant un roman, un livre. Récemment, je lisais l'autobiographie de Viktor Frankl, que je vous recommande, qui est un livre fabuleux. C'est un psychiatre autrichien qui a écrit des livres merveilleux, mais son autobiographie, il est passé par la Shoah, il a vu la mort devant lui, il a vu ses parents partir dans les camps de concentration et il s'en est sorti grâce à Dieu. Il s'en est sorti parce qu'il a eu de tonus la possibilité de résister, de chercher sens à sa vie, y compris dans les conditions les plus épouvantables de la vie à l'époque. Donc, voyez, nous avons des réserves en nous, des réserves formidables qui sont des réserves psychiques, des réserves physiques. Il faut se servir de tout ça. Vous savez, le corps humain, et je terminerai par là, il est constitué d'un corps, on est d'accord. Il est constitué d'un esprit. L'esprit, c'est ce qui nous permet de décider, c'est l'intelligence, de travailler, de comprendre, de mémoriser. Il est constitué d'une partie affective très puissante, l'amour. C'est pas simplement l'amour du tableau de la Joconde, bon, qui peut vous émouvoir, je suis d'accord, mais c'est l'amour vivant qui est autour de vous, l'amour en famille, l'amour du conjoint, l'amour des enfants, des petits-enfants, des voisins, des collègues, etc. Il y a aussi la haine, mais vous savez, la haine et l'amour, c'est pas bien grave. C'est important, c'est de savoir résister à la haine et de transformer la haine en amour. Et puis, il y a la fine pointe de l'être. Fine pointe de l'être, c'est un homme fabuleux qui a utilisé cette expression, c'est Jean Delacroix. C'était son nom d'église, plus ou moins. C'est-à-dire, c'est la partie invisible. Vous avez un chirurgien de Napoléon qui disait « Moi, l'âme, ça n'existe pas, je ne l'ai pas vue sous mon bistouri. » Bon, c'est un chirurgien sympa qui a été très, très connu à l'époque, sous Napoléon Ier, mais il n'a pas vu l'âme sous son bistouri. Mais de là où il est, je suis sûr qu'il sait ce que c'est, donc je n'ai pas d'inquiétude. Il faut avoir aussi un peu une spiritualité, quelle qu'elle soit, mais une spiritualité positive, pas une spiritualité d'enterrement, une spiritualité d'obsèque, une spiritualité négative. Non, une spiritualité positive. Nous avons une vie qui peut durer au moins un siècle. Faisons tout pour cela. Voilà, faisons tout pour cela, avec la tête, avec les jambes, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureux, transmettre de la joie autour de soi, et cela, si vous la transmettez, vous la recevrez. Merci beaucoup et à très bientôt pour vos questions.